Eliane Esby, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être venu à la radio pour parler notamment de la Mifrat Haïfa, de la baie de Haïfa et de tous les problèmes de pollution qui s'y trouvent. Vous êtes leader d'un mouvement social environnemental, c'est en tout cas comme ça que vous le présentez. Vous allez nous expliquer pourquoi d'ailleurs, qui s'appelle Nikayon Kapaim. Nikion Kapaim, les incorruptibles. Alors, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi ce nom ? On cherchait un nom qui allait expliquer que nous, on est là pour défendre le peuple et vous pourrez toujours nous intimider, essayer de nous acheter, nous faire taire. Ça marche pas, on est des parents. Voilà, on n'achète pas la santé de nos enfants, de notre peuple. Donc, Et pourquoi mouvement social environnemental ? C'est comme ça que vous le définissez ? Tout à fait, parce qu'en fait en Israël, on ne parle que et rien que des problèmes sécuritaires. Et alors qu'en fait, la sécurité tue 42 Israéliens par an, mais de l'autre côté, c'est des milliers de morts qu'on a. Donc nous, on s'occupe des problèmes de les 5000 morts par an dans les hôpitaux, juste d'infections attrapées à l'hôpital. On est les pires de l'OCDE. Voilà, le Mifrat Haïfa, la pollution de l'air, le dossier du gaz qui est énorme en pollution. Voilà, bon, aussi la vie chère. Toutes ces choses qui touchent au minimum vital de l'Israélien, aucun luxe. Alors, on va parler maintenant donc de cette baie de Haïfa. L'élément d'actualité ce dernier mois, c'est un rapport qui a été remis par le ministère de l'Environnement sur la situation sanitaire, notamment dans cette baie de Haïfa, un rapport qui contredit d'autres chiffres, qui est beaucoup moins alarmiste qu'un autre rapport du contrôleur de l'État, et qui lui était plus alarmiste sur la situation. Comment expliquer la contradiction de ce rapport ? C'est très simple. Donc on a quand même on a des fonctionnaires, d'accord, et puis on a en Israël il y a quelque chose qui existe, un organisme très très compétent qui s'appelle le Mevaker HaMedina, c'est-à-dire le contrôleur de l'État. C'est-à-dire et ces gens-là sont vraiment extraordinaires, aucune corruption chez eux. Vraiment, ils vont faire un état des lieux sans aucune pression d'un certain lobby industriel ou autre. Vraiment, ils défendent le peuple. Ils disent la situation telle qu'elle est réellement. Et donc, ce contrôleur de l'État, je le cite, qui s'appelle Shapira d'ailleurs, et merci beaucoup de s'intéresser à ce point, à ce problème. Donc, en fait, il dit tout simplement, en bref, il n'y a pas de surveillance, ni de supervision, ni application. Et le système de surveillance ne fournit pas une image juste. En fait, et d'ailleurs, le pire des pollueurs, c'est Bazan, c'est les raffineries de pétrole. Voilà. Donc ça, c'est violation des lois, c'est pas de pression de l'environnement. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail des différents types de pollution. Pour le moment, donc, vous nous expliquez que c'est parce que le contrôleur de l'État est indépendant qu'il aboutit à des meilleures conclusions. En tout cas, c'est ce qu'on retient de ce que vous nous dites maintenant. De conclusions qui ont un rapport avec la réalité et les plaintes des habitants. Alors justement, maintenant, ces plaintes-là, on va y revenir. Là, à quoi ressemble pour quelqu'un qui découvre un petit peu le sujet est-ce que des améliorations ont été faites ces dernières années ? C'est en tout cas aussi ce qu'on peut lire. Oui, enfin, les améliorations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la création de l'État d'Israël, en fait, à l'époque, on ne savait peut-être pas à quel point qu'on pouvait mourir de la pollution. Donc, en fait, il y a eu une énorme activité industrielle qui a été menée dans la région, ainsi que des infrastructures nationales telles que les centrales électriques, un port de charge, des réservoirs de carburant, un port de passagers, un aéroport, une voie ferrée et la circulation générant d'importantes émissions de polluants dans l'air. Voilà. Alors, ce qui s'est passé quand même, c'est que le ministère de la Santé a fini quand même par indiquer que dans le district de Haïfa, il y a une mortalité élevée par rapport à la moyenne nationale. Donc on a commencé à se dire, mais tiens donc, pourquoi tout le monde attrape un cancer autour de moi ? Voilà, donc on a fini par pointer le doigt dessus. Donc en 2015, il y a eu un plan national qui a été mis au point pour réduire tout ça. Alors ils sont super fiers d'eux d'avoir réussi à réduire des petites choses de 10 ou 20%, bon, c'est une plaisanterie. Selon vous, la situation reste aussi grave qu'elle ne l'était à l'exception faite de petites améliorations ? D'après le contrôleur de l'État, la situation ne fait qu'empirer. Elle empire même selon vous ? La situation ne fait qu'empirer. En fait, il faut savoir, si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, vous pourrez lire dans Yediot, les malades portent plainte. Donc, en fait, on signale, si vous voulez, 15% de plus de cancers en général dans cette région. Il y a plus 16% de cancers de poumon et entre 13 et 19% de plus de lymphome. Voilà. C'est-à-dire causés
qu'on suppose que c'est causé par dans la pollution, par la pollution de l'air. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution de l'air cause cancer du poumon, des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, des AVC. Okay. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a aussi un impact sur les fœtus. Par exemple, plus on se rapproche de cette région où il y a le plus d'usines, plus les bébés sont petits, avec un périmètre crânien aussi petit. Et donc en moyenne à 20-30%. Voilà. Il y avait une émission qui expliquait que plus on reculait d'1 kilomètre, plus les bébés grandissaient. En fait, la pression sur l'utérus causée par la pollution de l'air cause des fausses couches. Chaque fois qu'il y a un pic, il y a toujours, en moyenne dans le monde, il y a 16% de plus de fausses couches. Est-ce qu'on a les moyens de comparer un petit peu la situation dans la baie de Haïfa avec d'autres situations dans le monde, en France, là où sont concentrées plusieurs usines polluantes ? Chez nous, si vous voulez, on a un gros problème de régulation. Et la qualité de l'air, si vous voulez, en Israël, par exemple, si vous prenez les PM 2,5, ce sont des microparticules, vous ne les voyez pas. Hein, il y en a même dans cette pièce-là où nous sommes. Elles rentrent dans les poumons, elles ne sortent pas. Voilà. Alors, la moyenne de l'OCDE, c'est 13,9. Chez nous, c'est 21. On a la 4e pire qualité de l'air de l'OCDE. Voilà. Pour ce qui est du taux dans le monde, en fait, comment est-ce qu'on calcule la mortalité, l'impact de la pollution de l'air ? En fait, en Israël, on dit qu'il y a 2200 morts par an. D'accord ? Maintenant, si on prend la méthode de calcul des Nations Unies, donc en fait, il y a 2 façons de calculer. Donc, ils disent qu'il y a un décès sur 4 qui est causé par la pollution de l'air. En général, dans le monde. En général, dans le monde, comme on a 44 000 morts, chez nous, ça ferait 11 000, pas 2200. Et il y a aussi une façon de calculer où on dit que c'est à peu près 1,5 fois. On doit multiplier par 1,5 fois le nombre de morts causés par le tabagisme. Okay, ce qui nous ferait déjà 12 000 morts. C'est juste hallucinant. Est-ce que vous sentez une prise de conscience dans les mentalités ? Je ne parle pas ici uniquement des communautés francophones, mais de manière générale. Pas du tout. L'Israélien, tant qu'il ne voit pas, ça n'existe pas. Quand je parle environnement, on a tendance à sourire devant des écologistes hystériques. Voilà, ils ne sont absolument pas au courant. Vous voyez, franchement, je lis ce dossier pour vous en parler aujourd'hui. Je rentre chez moi, j'entends à la télévision Hamas, Iran, Netanyahou. Hamas, Iran, Netanyahou. On parle que de ça. Voilà, je trouve que ça fait quand même une belle diversion. Des milliers de morts dus à la négligence, voire pire, du ministère de l'Environnement, du ministère de la Santé, tous ces gens que l'on paye pour nous protéger. Ceci, c'est pas contradictoire. On pourrait, le défaut de prise de conscience on pourrait combattre, par exemple, l'éveil des mentalités sur ces sujets-là, sans forcément, pas forcément au détriment d'autres sujets. Il y a un retard énorme en Israël à ce niveau-là, énorme. Même politiquement parlant, les pouvoirs en place, les partis en place... Vous les entendez parler d'environnement ? Non. En tout cas, ce que je note de la part de la militante que vous êtes, qui essaie d'éveiller les consciences, c'est que vous ne voyez pas de changement de mentalité, même ces dernières années, malgré par exemple la vague végane qui touche une partie d'Israël et qui parfois a des motivations écologiques. C'est en tout cas comme ça que c'est présenté. Sur Tel Aviv. Notamment à Tel Aviv. Sur Tel Aviv, voilà. Tel Aviv, c'était une bulle. Vraiment, c'était... Franchement, sincèrement, il y a beaucoup de choses qui parlent aux gens de Tel Aviv, qui ne parlent absolument pas aux gens qui sont autour et qui essayent surtout de survivre et qui n'ont pas du tout d'énergie à donner dans tout ce qui est le militantisme. Maintenant... Alors, donc là, on a évoqué un petit peu donc, la situation sanitaire. La réaction du gouvernement, selon vous, n'est pas à la hauteur ? Écoutez, alors là, il y a une explication très claire. Donc, je voudrais vraiment qu'on se développe un petit peu là-dessus, parce que c'est un problème qui est général en Israël. Si vous voulez, il y a ce qui s'appelle un système de porte tournante. D'accord, c'est un phénomène bien connu dans le secteur public. En fait, le haut fonctionnaire, quand il a fini sa mission pour l'État, eh bien, il va exploiter ses connaissances, la réputation, les relations, etc., qu'il a accumulées pendant la fonction publique, pour vendre aux propriétaires des capitales, des usines, polluantes qu'il contrôlait, ses services.
hein. Donc en fait, si vous voulez, ils se comportent bien. Ils se comportent tous très 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 bien pendant leur mission pour surtout pas fâcher ces gens-là, pour pas briser leur carrière. Et il y a une femme extraordinaire. Je voudrais vraiment parler un petit peu de choses positives. Donc il existe, ils ne sont pas tous dans cette situation-là. Il y a une femme qui est vraiment un exemple, hein, qui ne travaille pas aujourd'hui pour une des usines polluantes et qui était la directrice générale du ministère de l'Environnement. Cette femme-là s'appelle Alona Scheffer-Caron. Et elle a expliqué. Aujourd'hui, elle travaille pour les énergies qui traite les énergies renouvelables que j'espère un jour on en parlera en Israël. Et donc, lors du comité Tzemach pour l'exploitation du gaz en quantité hallucinante, donc pour servir les intérêts de Tchouva, hein, le monopole de notre gaz. Enfin, certains diraient aussi pour servir les intérêts nationaux. Non, les intérêts de Tchouva. Tchouva, c'est le propriétaire, celui qui exploite notre gaz aujourd'hui. Voilà, on va pas trop développer là-dessus. Non, mais vers une question différente juste pour vous aussi, dire, parce elle avait l'écologie osé... et la répartition, par exemple, des richesses ou les intérêts économiques, ça peut être deux choses différentes. Non, là, il s'agit d'un problème écologique où elle s'était opposée à cette exploitation hallucinante dans des quantités dangereuses pour le peuple. Donc elle s'était en effet opposée, elle était la seule à avoir osé. Et donc voilà ce qu'on lui a dit quand elle a fini sa carrière. Voilà. Dans le monde des affaires, on se rappelle des régulateurs qui n'ont pas coopéré. Il sera donc difficile pour vous de continuer votre chemin. Voilà. Donc, elle explique à quel point ça a été dur pour elle, mais en tous les cas, elle est fière. Ça explique vraiment comment marche le système, comment il y a une espèce de main invisible. Et là, vous expliquez justement, vous empruntez cet exemple au gaz, au sujet du gaz, et vous affirmez que c'est la même chose dans d'autres, pour l'ensemble des dossiers. Oui, pour l'ensemble. Prenez par exemple les régulateurs pour les prix en Israël où on croule sous les monopoles et les cartels. C'est exactement le même système. Hein. Aujourd'hui, vous avez Michaela Alperin, elle vient de chez Tnova. C'est même pas qu'elle va y aller, elle en vient. Hein. Comme la première chose qu'elle a fait, c'est commencer par supprimer la peine pénale pour les fraudes. Je veux dire, pour qui travaillent ces gens-là, pas pour nous, c'est certain. Hein. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'environnement, c'est bien plus grave encore. Ça nous tue. Alors, on évoquait les mentalités. Maintenant, qui n'évoluent pas selon votre expérience. Maintenant, du côté de la mobilisation, est-ce que vous sentez que du côté des associations, il y a du changement, malgré tout, plus d'action qu'auparavant? Exactement. Alors en fait, si vous voulez, ils ont bien compris qu'il n'y avait aucune confiance à avoir au ministère de l'Environnement, donc les écologistes, les médecins, les journalistes, ils se sont plaints du lien entre le capital et le pouvoir qui crée un déni de pollution dans la région. Donc ils ont mis en cause... Dites ils, de qui vous parlez exactement? Écologistes, médecins, journalistes, habitants, des gens qui se sont vraiment mobilisés pour dénoncer ce silence étrange. Et ça, c'est nouveau, malgré tout, cette mobilisation? Il y a quelques années. Ils sont mis en place il y a quelques années. Quel a été le déclencheur? Les morts, le taux de cancer, les AVC, les infarctus. Il y a eu un rapport qui a été fait et le ministère de la Santé a dit, on se pose des questions, pourquoi le taux est plus élevé que la moyenne. Donc, ils réclament des surveillances qui est absolument inefficace. Bon, d'après le contrôleur de l'État, il y a la moitié des appareils de surveillance qui sont obsolètes, la moitié des infractions qui sont poursuivies. Voilà, il y a une protection incroyable. Par exemple, quand il y a eu en décembre en 2016, il y a eu une raffinerie il y a eu un incendie dans une raffinerie, il y a eu un nuage noir. Bon, les capteurs disaient que tout va trop bien. Hein. C'était assez drôle presque. On va peut-être en rire, quoi. Est-ce que vous pensez que l'action collective qui est en cours de victimes ou victimes présumées, est-ce que vous pensez que ça peut faire changer au minimum les mentalités, voire même le rapport de force juridique? Eh bien, déjà, ils ont élu une maire, hein, la maire de Haïfa, Enat Kalish-Roten, qui est fantastique, hein, qui a vraiment été élue pour ça, pour les défendre. Ils mènent des actions en justice. Hein. Ils voudraient même attaquer le bureau de l'environnement, la défense de l'environnement. Il y a vraiment de quoi. C'est intéressant parce que d'un côté, ça tue les gens quand même. Hein. D'un côté, vous disiez à juste titre qu'on n'a pas de discours vert ou écologiste, par exemple, tel qu'il peut se faire entendre en Europe.
Et voilà, il y a même des forces écologistes. D'un autre côté, à vous entendre, il y a quand même des raisons d'optimisme. Parce que si Non, une moi je maire... suis pas optimiste. Alors, peut-être pas. En tout cas, si vous nous expliquez quand même que la maire de Haïfa a été élue en partie sur ce sujet-là, si je vous suis bien. Alors, donc, à Haïfa, la population est au courant. Maintenant, C'est en déjà dehors de quelque chose. Haïfa, Ouais, en dehors y a de pas Haïfa, de- oui, c'est loin, c'est pas l'écologie. Même si on leur dit que le gaz, on va leur mettre des plateformes de Netanya jusqu'à Rovdor en face de chez eux, mais vraiment extrêmement dangereuses et polluantes. Tant qu'ils l'ont pas vraiment, ils n'ont pas commencé à mourir autour d'eux, ils vont pas bouger. Hein. Il y a vraiment un... Mais c'est vrai que la population à Haïfa sont vraiment tous organisés pour effectuer des surveillances à la place de l'environnement. Quand, par exemple, il y a eu des habitants qui ont dit que l'eau avait un mauvais goût, alors ils sont occupés d'aller réveiller, de supplier les employés de l'État pour aller vérifier. En effet, il y avait un problème dans l'eau et dénoncer à droite à gauche les pics de benzène extrêmement dangereux, tout ça. Ils font le travail des inspecteurs, en fait. D'où viennent exactement ces pics? D'où viennent? De quel type d'usine? Ou d'où ça vient exactement? Alors, le pire de tout, c'est les usines, les basanes. Ça, il faut fermer de toute urgence. Ça, c'est... je voudrais juste Et pourquoi elles ne sont pas fermées? Qu'est-ce qui concrètement... Où est-ce que ça bloque? Eh bien, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein. Écoutez, regardez, par exemple... En moyenne, Bazan, c'est à peu près un milliard de bénéfices par an. Je veux dire, ces gens-là sont protégés. C'est offert, attendez, c'est la famille offert, d'accord? La famille offert, on leur a offert le sel de la mer morte. Ils n'ont jamais payé de royalty. Ils n'ont pas payé d'impôts pendant 40 ans. Quand ils ont enfin payé les impôts, ils ont perdu le chèque aux impôts. On a compris à qui on a affaire. Puis ces gens-là ont polluer, ils polluent la mer morte, c'est pareil. Ce sont des pollueurs hein, et ils font ça en toute liberté et c'est gratuit. Voilà, mais c'est énorme ce qui se passe ici. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fameux enjeu social du travail de plusieurs centaines, plusieurs milliers peut-être de personnes qui perdraient leur emploi? Est-ce que ça compte ça dans la balance? Oui, alors ça compte pour des gens primitifs. Ils ont qu'à les déménager d'abord. Premièrement, on a le Negev où il n'y a personne, ça ferait créer de l'emploi, ça serait super. Enfin, mais il faudrait juste qu'ils les mettent un peu plus loin des habitations. Le problème, c'est qu'à Haïfa, c'est en plein milieu des habitations. C'est un scandale de mettre autant d'usines au milieu d'habitations. Tout ça, il faut les déménager. C'est de la folie. Je veux dire, c'est une attaque à main armée sur le peuple. Il y a 900 000 personnes là-bas. Les délocaliser. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça, c'est une question liée aux solutions. Mais est-ce qu'il n'y a pas la crainte, malgré tout, et qui en l'occurrence n'est pas primitive, de perdre son emploi? Parce que c'est souvent un bras de fer qu'on entend partout dans le monde, d'ailleurs, entre fermer une usine et donc faire perdre des centaines, voire des milliers d'emplois, et puis l'impact environnemental. Voilà. Et alors, en fait, en effet, il y a une question de mentalité qui est un peu archaïque là-dedans, où on a tendance à penser c'est pas grave, ça m'arrivera pas, c'est pas grave, ça m'arrivera pas. Si simplement aux informations, on annonçait le nombre de morts, moi j'appelle ça les morts discrètes, les morts dont personne ne parle, voilà, qui sont tués par la négligence. Il y a des méthodes, hein, je veux dire, on est bien pire que les autres pays développés. On est soi-disant Israël, start-up super technique, plein de chercheurs. Il y a des techniques qui sont bien plus modernes et non polluantes. Pourquoi notre peuple les mérite pas? Alors justement, c'est une très bonne transition parce qu'on va maintenant s'attaquer malgré tout aux raisons d'être peut-être optimiste, en tous les cas aux solutions que vous-même en tant que... mais moi je vais vous dire, la solution elle est très simple. La solution elle est très simple. Tant qu'on aura des fonctionnaires qui finiront leur mission et iront travailler chez les usines polluantes, on aura une inefficacité volontaire et une espèce de façon de fermer les yeux qui est la base du problème. Donc vous appelez à une loi par exemple? Comment les États dire? Aujourd'hui, la loi prévoit qu'ils doivent avoir une année de réflexion. Sur 85 demandes en justice à réduire ce délai à 3 mois, seulement 5 ont été refusées. D'accord? Donc déjà ça, il faut arrêter. Il faut faire ça à 20 ans ou je ne sais pas. Mais interdire de façon, mais dans tout le pays, que les fonctionnaires qui sont payés pour nous défendre face à un
pollueurs ou un monopole ou autre qui nous font du mal, ça doit être interdit que ces gens-là, ils passent un jour travailler chez eux. Ils ne peuvent pas travailler correctement et les verbaliser correctement si un jour ils savent qu'ils vont avoir besoin d'eux. Surtout qu'en plus, en attendant, ils voient les anciens directeurs qu'ils avaient gagner 3 fois plus qu'eux, ça les fait rêver. Je veux dire, tout le monde se tient bien tranquille. Le problème, il est là, c'est une évidence. C'est selon vous le seul problème, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que modifier toute une pratique industrielle peut prendre du temps, de nombreux moyens. Enfin, on imagine que ça se fait pas. On imagine que ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on veut, on peut. Hein. Mais alors, ces gens-là font des bénéfices. Vous avez entendu les bénéfices, je vous les répète. Hein. Alors, admettons par exemple, que cette loi passe. Et ensuite, demain, comment on change toute une pratique industrielle vieille de plusieurs décennies peut-être ? Eh ben d'abord, on investit dans des méthodes non polluantes. Hein. Il y a plein de méthodes non polluantes. Hein. Si vous prenez par exemple l'histoire du gaz, mais c'est juste énormissime. À 120 km, on a une méthode FPSO où il n'y aura pas de pollution du tout. Non, on choisit de nous la mettre à 9 km, ce qui va créer une pollution monstre avec les stockages de condensate en plus sur la Terre, au milieu des habitants. C'est du benzène et de l'arsenic. Le benzène, c'est quelque chose de très très dangereux. Ça crée des leucémies à long terme, ça crée plein de problèmes. Il y a un choix. Hein, il y a un choix à faire de dire, en fait, il faut changer la mentalité. Moi, j'ai souvent l'impression dans ce pays qu'on nous prend un peu pour des fourmis. Si on voit à quel point on ne fait rien, en effet, l'argent prime toujours sur le peuple. Le peuple, c'est pas grave en Israël. Il y a vraiment le citoyen israélien n'a pas de valeur. On ne le défend pas. Il n'a pas de droit. J'ai l'impression que ces rapports de force, justifiés ou pas, en tout cas, on les entend, on peut les observer aussi à l'étranger. La différence avec Israël, peut-être, c'est qu'ici, les mouvements associatifs, on met beaucoup plus de temps à s'organiser et à se faire entendre. Franchement, si on faisait en France 10% de ce qu'on fait au peuple d'Israël, il n'y aurait plus de Paris, moi je vous dis. Hein. L'Arc de Triomphe, il serait tombé. Hein. Franchement, voilà, je pense que l'Israélien, d'abord, premièrement, il ne sait pas qu'il existe des droits du citoyen. Il ne sait pas qu'il a des droits, l'Israélien. Il ne le sait pas. Et je pense que vraiment, non, il ne sait pas. Ils savent que c'est pas normal ce qui se passe ici, mais de là à dire il n'est pas question que ça passe, ça, l'Israélien, il est soumis. D'abord, l'Israélien est en état de survie permanente, donc il est fatigué. Et puis, il y croit pas. Ils disent, bon, regarde, en 2011, on a fait des manifestations et on n'a rien obtenu. D'ailleurs, on va essayer de les encourager là-dessus, parce qu'on a obtenu, c'est pas vrai. Il y a une mentalité à changer. Maintenant... ce qui se passe à Haïfa, ça se passe depuis très très longtemps, c'est rentré dans les mœurs, c'est normal qu'on meure à Haïfa, quoi. Donc non, il faut qu'il y ait d'abord... Alors, quand je vous dis j'y crois pas, par exemple, les malades qui portent plainte aujourd'hui, ces gens-là, ils ont dû aller à l'étranger pour que des médecins leur fassent une expertise médicale prouvant qu'il y a de fortes chances que ça vienne là-dessus, de là. Mais on a bien pire encore. Par exemple, prends le juge Khazan. Lui, carrément, il dit que les ONG environnementales sont là uniquement pour récupérer des fonds. Un autre qui dit les problèmes environnementaux en Israël, il n'y en a pas, c'est pas vrai, tout va bien. Vous savez, il y a toujours, c'est comme la crise climatique, il y a toujours les lobbies industriels qui vont dire tout va trop bien. Pourtant, les gens meurent, quoi. Le travail de contrôle n'est pas fait. Non, le travail de contrôle n'est pas fait. D'ailleurs, par exemple, les habitants me disent que ça fait déjà 3 ans que tous les matins, ils se lèvent et ils voient que le ciel est blanc jusqu'à midi. Et en fait, ils soupçonnent qu'on leur inflige une nouvelle pollution secrète, qu'ils ne savent pas ce que c'est. En effet, ils reprochent aussi beaucoup que très souvent, l'environnement ne les prévient pas quand il y a une pollution dangereuse. Ça, c'est très grave au niveau de leur santé. C'est vraiment aller contre les lois aussi. Et par exemple, il y a les marqueurs qui sont en panne la nuit. La nuit, en fait, les usines ont tendance à rejeter leur pollution la nuit, comme ça personne ne le voit. Et donc à peu près 2 fois par semaine, les marqueurs sont en panne ou sont en réparation. Donc il y a vraiment on soupçonne une espèce de complicité évidente. Enfin, tout ça, c'est tous ces rapports où tout va trop bien. Là, je pense que c'est une insulte à l'intelligence des habitants. Eliane Lezmi, merci beaucoup pour cette intervention. Leader du mouvement social environnemental, Nikion Kapaim, Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook où nous publions en bon français les problèmes des Israéliens, les vrais problèmes. Merci beaucoup. Merci.